Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et aujourd'hui pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir de rencontrer et de discuter avec Gwendoline Garand. Gwendoline qui est game user et researcher consultante. J'ai réussi à le nommer moyennement. Toujours de la misère avec ce mot. Merci Gwendoline d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va parler de tout le travail justement que Gwendoline fait dans le domaine du jeu vidéo, de son implication, son engagement sur différents médiums, sur différentes formes. Donc, ça va être très intéressant. Donc, pour commencer, peut-être Gwendoline nous parler un peu de ton profil de joueuse. Donc, comment est-ce que tu es tombée dans l'univers des jeux vidéo? Alors, j'ai eu la chance, quand j'étais petite, d'avoir un grand-père qui offrait de la technologie à son fils, donc à mon oncle. Et quand je suis née, progressivement, depuis que je suis née, j'ai eu le droit à récupérer les anciennes technologies. Donc j'ai commencé avec, la vieille Commodore 64, j'ai eu des Atari, j'ai eu plein de vieilles choses comme ça, jusqu'à, avoir ensuite mes propres appareils, mes propres, jeux, ma propre Xbox et cetera. Donc j'ai vraiment, commencé très tôt. Ça a toujours fait partie, des affaires qu'il y avait à la maison. Et en termes de profil de joueuse, je joue beaucoup à des jeux de logique, à ce qu'on appelle des action adventure games, Mmh. à des jeux RPG aussi, même si, on pourra en discuter plus tard, j'ai quand même, de la misère avec, la compréhension des des normes sociales dans les jeux, de plein de sous-titres dans les jeux, des trucs, textuels. Mmh mh. Mais en tout cas, c'est beaucoup, ouais, pas mal ça que j'aime bien dans les jeux. Voilà. OK. Donc, comme tu l'as nommé, très tôt, quand tu Mmh, étais jeune dans ton développement, on t'a introduit aux jeux vidéo par, le biais de ton oncle, si j'ai bien c'est ça. compris. Mmh. Oui, tu es chanceuse. Ouais. Et c'est devenu une passion, un intérêt qui a grandi à travers, le temps aussi. C'est ça. Heu et aujourd'hui, bon, les jeux un peu plus de logique, action, RPG, intéressant, un style que j'apprécie aussi, donc on pourra en discuter ensemble. Et dans ton niveau, académique, professionnel, parce que tu as travaillé dans le domaine du jeu vidéo, Mmh qu'est-ce mh. qui t'a amené en fait à continuer justement et à aller dans ce domaine, d'études? Compliqué. À la toute base, vraiment à la toute base, je comptais faire des études, soit en théâtre, parce que justement, j'ai de la famille qui travaillait dedans, soit en théologie, parce que je me posais des questions sur, pourquoi est-ce que, comment est-ce qu'on arrivait encore à croire en des choses en 2000 et quelques. Alors je voulais, vraiment questionner, le fonctionnement de tout ça et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus de la psychologie et les fondements de questionnement que j'avais. Et finalement, il y a une personne dans mon entourage qui m'a dit: «Mais Gwendoline, tu aimes les jeux vidéo, tu aimes bien faire du dessin, tu aimes te poser des questions. Pourquoi ne travaillerais-tu pas dans le jeu vidéo?» Puis ça fait un peu un déclic. Alors du coup, j'ai fait: «OK». Et je suis rentrée justement dans une école, privée sur, Lyon en France qui faisait un parcours, orienté jeux vidéo et films d'animation. Et j'ai fait, mes études là-bas, puis, j'ai travaillé ensuite dans le jeu vidéo. Je suis partie faire du graphisme, beaucoup à l'étranger et j'ai repris les études, mais bien plus tard. Donc j'ai repris un parcours justement en psychologie, en entier. J'ai terminé après avec des sciences de l'éducation et voilà, j'ai fait pas mal ça. OK, OK. Donc, il y a différentes étapes à ton cheminement Oui, académique et là, j'en comprends que tu as, beaucoup voyagé à travers oui. ta tes études ou ta profession, OK. Donc, est-ce que tu es une passionnée de voyage et de culture aussi ou, Dans le fond, oui, dans le sens aussi que ça me permet justement de questionner les gens, de mieux les comprendre, de comprendre les différences qu'il y a d'un point de vue, ethnique et culturel, social, ce genre de choses. Et aussi parce que c'est effectivement sympa de pouvoir voyager quand on en a la l'opportunité.
Donc Ouais. effectivement, oui, j'ai eu l'opportunité de voyager sur les 5 continents et c'est bien. OK, wow, génial. Et bon, j'imagine tu as beaucoup appris à travers ton voyage, à travers ta profession, et à un moment donné, tu t'es dit: «Ben, je vais retourner aux études, en Mmh. psychologie pour venir chercher ce petit côté-là de réflexion, Oui, qui heu, me manquait. qui manquait». Mmh mh. Heu, OK. Et là, tu as terminé dans le fond je sais pas si c'est la même chose, en Europe? Est-ce que c'est un l'équivalent d'un baccalauréat, dans le fond, en Non, psychologie ou? j'ai terminé mon baccalauréat en psychologie à l'UQAM justement, donc à Montréal OK, oui, OK. et ensuite j'ai fait la maîtrise, donc le master, en France et là je l'ai Mmh. fait en sciences de l'éducation. OK. C'est un petit OK. peu de la psychologie, mais pas trop. Voilà. OK, OK, super. Donc, oui, je connais bien l'UQAM, j'ai fait mon baccalauréat aussi, à l'UQAM. Peut-être qu'on était dans les mêmes années, je sais pas. C'est en Peut-être. qui? J'ai terminé, c'était en 2017-2018. Ah non, moi, c'était en 2013. Ah! OK. J'ai refait les études plus tard. C'est vrai. OK. Super. Et là, après ta maîtrise, ton master, en sciences, de l'éducation, C'est ça. hem, tu t'es orientée au niveau professionnel vers quoi exactement? Alors c'est un peu plus compliqué parce que le master, j'ai terminé l'année dernière. OK. Donc quand, j'ai terminé la licence, donc le baccalauréat. Donc je suis passée justement d'artiste, donc ce qu'on appelle, user interface, design en général et tout ce qui est, le dessin, le 2D, 2D art game, oui, je pense qu'on dit comme ça, vite fait. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, puis progressivement, en fait, je me suis réorientée vraiment purement vers de l'UX design et puis même de la user research parce que, dans mes toutes premières expériences, en fait, en tant qu'artiste, finalement, on me faisait déjà faire ce travail-là de recherche et de questionnement sur l'utilisateur, mais on n'utilisait pas ce terme-là, ça n'existait pas vraiment encore, Mmh. c'était pas du tout démocratisé et donc je me suis retrouvée, par exemple, au Vietnam à devoir, gérer 12 commanditaires sur un même projet, à faire des tests utilisateurs pour savoir si le projet fonctionnait et était viable, à questionner, toutes les tous les utilisateurs sur plein, plein, plein de choses et c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire en tant que graphiste, en fait, Mmh. donc c'est aussi pour ça que ça m'a motivée à reprendre les études, c'est que, il me manquait ces connaissances-là. Je les avais apprises sur le terrain, mais ça faisait pas sens, je savais pas vraiment pourquoi, dans quel but. Je voyais que ça faisait des choses, mais le pourquoi du comment, je savais pas trop. Voilà. Donc là, OK. maintenant là, maintenant, j'essaye de, entre guillemets, de me spécialiser, même si j'ai déjà fait que je l'ai fait aussi au travers de ma maîtrise. Je me spécialise donc dans ce qu'on appelle la neurodiversité, Mmh. accessibilité cognitive. Donc vraiment, je m'intéresse à tout ce qui va être les troubles 10, à l'autisme, aux troubles je vais avoir un souci à le prononcer moi aussi là-dessus, c'est ce qu'on appelle le TDA avec ou sans H, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai toujours de la misère à le dire, Exactement. parce que c'est beaucoup trop long. Et donc ouais, je me spécialise beaucoup là-dessus et justement donc dans les jeux vidéo à ce qu'on appelle l'accessibilité cognitive qui regroupe Mmh. ça plus d'autres facettes, et je trouve que c'est quelque chose qu'on a encore très, très peu vu dans l'accessibilité, même si en fait c'est un peu partout et j'aimerais bien justement, en tout cas en France, on se démocratise beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup à faire. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, oui, effectivement. Puis c'est la première fois que j'entends ce terme-là, mais je trouve que ça sonne très bien, l'accessibilité cognitive. Mmh mh. Heu et là, j'en comprends dans le fond, tu me diras si j'ai bien compris, mais que de voir comment, rendre les jeux plus, adaptés pour justement, permettre de faciliter l'interaction avec des, personnes ayant, différents, on appelle ça des troubles ou des Oui, difficultés, d'apprentissage ou des difficultés neurodéveloppementales? Je sais pas si c'est comme ça que c'est ouais, ça, c'est OK, totalement OK. ça. Mmh mh. Donc, est-ce que c'est de rendre le jeu plus accessible ou c'est dans le fond de rendre le jeu,
de permettre au jeu de travailler certaines habiletés que les personnes ayant ces difficultés-là, pourraient, dans le fond, bénéficier? Ça peut être les 2, ça dépend du projet. En l'état, il y a une partie effectivement pour les ce qu'on va appeler les jeux triple A qui vont vraiment plus s'intéresser à comment rendre les jeux accessibles au grand public. Donc on va Mmh. effectivement, faire en sorte que, je parlais d'un autre type d'accessibilité, mais typiquement dans les plus communes, on peut avoir, des filtres, colorimétriques pour les daltoniens, pour les Ouais. différentes formes de daltonisme. Donc c'est une forme d'accessibilité et bah, du coup faire la même chose pour, tous les troubles cognitifs ou neurodéveloppementaux. Donc faire en sorte qu'il y ait moins de surcharge cognitive à l'écran, faire en sorte qu'il y ait moins de surcharge sensorielle, tout court, qu'il y ait pas plein de trucs qui papillonnent dans tous les sens. Ça peut être une des choses à faire. Ça peut être, sur plein, plein d'autres facettes, le son, sur, les habiletés motrices et cognitives, parce que c'est souvent en lien. On l'oublie souvent, mais en fait, c'est indispensable. Mmh. Mais ça peut effectivement être plutôt vers des plus petits studios ou des studios qui vont s'orienter effectivement vers, ce qu'on appelle du serious game, à développer des habilités auprès de, personnes qui auraient des difficultés, préexistantes, souvent à destination des enfants, pour Mmh. qu'ils puissent compenser ou trouver une façon de faire autrement ou d'améliorer des habilités, déjà existantes. Oui. OK, wow! OK, super intéressant. Il y a une partie de mon côté, en tant que psychologue clinicienne qui vraiment est intéressée par ça, justement trouver des Mmh. outils, à travers les jeux qui intègrent justement cette conscience-là ou même qui ont intégré dans leur conception et leur mécanique de jeu, des outils pour permettre le développement de ces habiletés-là. C'est que Mmh. ça soit l'apprentissage des habiletés sociales ou des habiletés communicationnelles ou que ce soit même, de travailler la capacité de focus, d'attention, Oui, heu, pour les personnes ayant un trouble du du déficitaire de déficit. l'attention du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. TDAH C'est en ça. abréviation. Ou même des jeunes qui ont ou des troubles d'apprentissage justement Mmh. qui pourraient, exemple la dysphasie, difficulté à prononcer certains mots qui pourraient être facilités à travers le jeu vidéo. Donc c'est super intéressant. Heu, OK et j'apprends plein de choses donc de voir qu'il y a des personnes aussi qui font de la recherche spécifiquement là-dessus et j'imagine le rôle de consultante Mmh. c'est, de dans le fond, d'aller dans les entreprises puis de sensibiliser par rapport à ça, puis d'amener un peu d'éducation. Oui, c'est ça et là, ça se fait beaucoup justement par du travail à la maison, par du travail associatif, parce que les entreprises ont encore la porte close à ces idées-là. On est très dans un combat de: «Mais ça a toujours marché comme ça et pourquoi est-ce qu'on changerait? Les gens continuent à consommer pareil. Pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts?» alors que vrai, les chiffres le montrent, Mhm. qu'il y a beaucoup de personnes qui sont laissées sur le carreau, qu'il y a donc un marché économiquement qu'il faut, essayer d'atteindre et cetera. Il faut avoir des arguments pour essayer de démocratiser tout ça et effectivement, on attend aussi des grands acteurs, donc justement du triple A, en général, de faire ces avancées pour que la marche, se fasse pour tous les autres derrière. Donc je suis une des actrices, parce que je suis pas, non plus, la personne de l'année qui va être dans les super magazines, tout ça, mais je suis une des actrices qui essaye de faire changer un peu les choses et qui essaye d'avoir une présence, de faire venir d'autres personnes aussi, quand, je fais des conférences et que j'ai l'opportunité de donner la conférence, j'essaye de faire aussi, donner de la visibilité à d'autres personnes qui soit font la même chose que moi, soit font des choses connexes, Mhm. pour qu'on puisse justement avoir une ouverture sur le dialogue de tout ça, quoi. C'est important, oui. Mmh. Effectivement, parce que plus que de gens s'impliquent sur la thématique, plus que de gens en discutent ensemble, oui, il y a l'aspect de visibilité, mais aussi l'aspect de on accorde de l'importance à ce sujet-là. Mmh Plus mh. qu'un sujet est important, plus que les gens investissent pour faire de la recherche et plus que ça prend de l'espace et que C'est c'est ça. mis en pratique, là. Mmh. OK. Hem et dans le fond, bon, ça, c'est ton cheminement, académique et professionnel et tu le nommes bien, tu vas dans certaines entreprises, certaines compagnies, autant triple A que des compagnies un peu plus, qui commencent, qui débutent, pour vraiment les conseiller, les guider dans l'implémentation de ces outils-là, ces thématiques-là. Hem
Et de ton côté, qu'est-ce qui t'a intéressé à travailler vraiment sur la neurodiversité? Hem, Parce que je suis concernée moi-même. Donc j'en ai déjà parlé dans des conférences, donc c'est pas quelque chose de secret, je suis, autiste et ça a été diagnostiqué sur le tard, quand même c'était un peu une évidence pour, beaucoup de personnes autour de moi, dont ma maman qui travaille justement avec des enfants, en situation de handicap et donc d'autisme. Je pense que pour être très compliqué pour l'accès au diagnostic et tout ce qui va encadrer, ce qu'on appelle les soins, mais c'est pas des soins, comme à l'hôpital. Mmh. Donc ça a été c'est quelque chose qui pour moi me tient à cœur de valoriser cette communauté parce qu'il y a beaucoup de comment dire? De préconceptions, de stéréotypes qui sont encore associés, qui sont à déconstruire, beaucoup de choses à faire comprendre donc. Mmh. On a beaucoup de choses à apporter tout court donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important et si j'en viens à faire ça, c'est pas juste pour moi, c'est pour la communauté, pour d'autres personnes et parce que c'est un intérêt concret de s'intéresser justement à l'accessibilité cognitive parce que, typiquement, il y a des jeux, dont le RPG par exemple, j'adore y jouer, mais il y a certains titres, je ne peux pas y jouer parce que je ne comprends pas ce qui est à l'écran. C'est un exemple que j'utilise en conférence ou même en formation, où j'explique que s'il n'y a pas, par exemple, ce que je vais appeler une couleur émotionnelle, donc typiquement des pictogrammes ou une petite image pour illustrer, si le texte que je vais sélectionner va être positif, négatif, interrogatif et cetera, bah, je ne saurais pas ce que je vais choisir et souvent Mmh. je me retrouve à faire l'inverse de ce que je pensais que j'allais faire. Donc c'est très frustrant. En tant qu'expérience de jeu, c'est pas une bonne chose et au fur et à mesure que j'avance dans le jeu et que je me retrouve à faire des mauvais choix, bah, la seule chose que j'ai envie de faire à la fin, c'est de rage quit. Mmh. C'est pas génial, donc c'est une chose que j'aimerais pouvoir changer dans les jeux, mais c'est qu'une chose infime parmi, une millionième, je sais pas comment ça se dit, moi je suis dyscalculique, beaucoup, une infinité de choses à changer. Voilà, Oui, il y en a beaucoup. beaucoup. OK. Et là, c'est très intéressant parce que ça part d'une expérience personnelle que toi, Mmh. tu as vécue et qui t'a amené à réfléchir et à dire, ben, est-ce que c'est possible de changer cette chose-là? Et ben, c'est possible effectivement, tu sais, en parlant, en le nommant, Mmh. aux entreprises, aux communautés aussi, de joueurs. Et est-ce qu'il y a une partie en ce moment qu'il y a des recherches justement qui sont faites sur le sujet de faire des recherches sur les jeux, puis d'évaluer un peu c'est quoi les choses problématiques, disons. Il y a ce qu'on appelle des guides en accessibilité. Il y en a OK. plusieurs qui viennent du web, il y en a aussi qui ont été faites dans le jeu vidéo depuis. On a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Cependant, une des choses qu'on peut regretter dans l'association dont je fais partie en France, qui s'appelle Cat Game, c'est qu'on a encore un focus sur, l'accessibilité en général des jeux vidéo, qui est très orienté sur 4 grands axes, qui sont, le handicap, auditif, visuel, moteur et cognitif. Mais dans le cognitif, Mmh. c'est un peu très vague, très flou, on sait pas trop quoi y mettre. C'est rarement enfin, il y a des grands axes qui sont vraiment pris au sérieux et sur lesquels on a beaucoup avancé, mais il y a encore énormément beaucoup de choses à faire, contrairement à certains autres types de handicap. Et donc on essaie de casser un petit peu ce modèle-là, en tout cas par l'association, et de s'inspirer d'autres modèles, qui sont peut-être moins connus, qui travaillent moins sur les difficultés, mais plus sur les habilités, pour justement renforcer ce qui marche déjà bien, plutôt que de s'apitoyer sur ce qui va pas si bien. Mais c'est Mmh. quelque chose qui, dans au sein de la de du domaine de l'accessibilité, des grands acteurs et de leurs discours, n'est pas forcément, à la norme. Donc on est un peu minoritaire là-dessus. Mais sinon oui, il y a beaucoup de choses qui existent, déjà, oui, effectivement. Mmh mh. OK, Donc il y a de OK. la recherche. Yes, c'est un bon début. Hem et là, j'en comprends, comme tu le nommes, l'aspect cognitif, c'est très, très, très large, c'est vague. Mmh mh. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches en neuropsy, par exemple, neuropsychologie, en jeux vidéo, qui est sur l'Alzheimer et les pertes de Oui. mémoire. Hem,
Par contre, tu encore là, je sais que dernièrement, il y a un jeu qui est sorti, par une équipe de neuropsychologues et chercheurs aussi, pour intervenir et travailler sur le TDAH. Je pense que ça Mmh. s'appelle, Intervox, en tout cas, je J'ai vu passer, oui. Je saurais pas le dire non plus, mais je l'ai vu passer, oui. il y en existe un, ça commence par Oui, un quelque chose. oui. Heu, par contre, il y a encore très peu de jeux, où vraiment, tu sais, il y a un budget mis en place pour travailler sur des Oui. difficultés cognitives autres que l'Alzheimer, les troubles de mémoire. Donc, Bah, on sait pas trop graduellement, là. comment par quel bout le prendre en fait, ce genre de choses et pareil, quand, je reprends l'exemple de l'autisme parce que c'est un truc que j'ai approfondi dans mes études, mais, pour l'autisme, il y a par exemple sur Steam, il y a genre 4 jeux qui existent, qui sont très petits budget, c'est des indépendants ou des personnes toutes seules qui les ont faits et c'est souvent des jeux sur des de la stimulation sensorielle ou alors c'est des jeux qui proposent une expérience de vie, comme si on se mettait dans les chaussures de quelqu'un d'autre, mais c'est totalement imparfait parce que c'est déjà orienté, on l'expérimente pas vraiment. Il y a beaucoup de choses Mmh. qui sont imparfaites donc. Et effectivement, on sait pas par quel bout le prendre. Qu'est-ce qu'on est censé représenter? Est-ce qu'on représente, justement ce que je disais tout à l'heure, le côté déficitaire? Ou est-ce qu'on essaye de mettre en avant les capacités? Est-ce que c'est des personnages jouables? Souvent pas. Il y a plein, plein de Mmh. choses qui sont à prendre en considération et ça a l'air pour l'instant, je pense pour l'industrie d'être trop gros comme morceau, pour savoir quoi en faire. Mmh. Mmh. Donc, ça paraît trop vague et immense, Oui, donc les gens ont peur et disent: «Oh, oh, on va aller dans d'autres sphères autre beaucoup chose, plus, oui. Mmh mh. concrètes et plus petites». OK. Et là, Je le pense, oui. travail et là, le travail un peu des consultants ou des gens qui sont impliqués dans ce domaine-là aussi, ben, c'est de venir dire: «Ben, telle partie aussi est importante, puis il y a telle chose qui peut être mis en place de telle manière». À travers mes expériences personnelles ou un peu de recherche, ça a été démontré que ça fonctionne. Donc voilà, je donne ça, maintenant intégrez-le le mieux Mmh mh. possible. OK. De la même façon aussi, en user research, en général, quand on fait des tests utilisateurs, mettons que, un test revienne et qu'il y ait rien qui aille, il faut quand même pouvoir être, la personne qui va proposer des solutions alternatives en disant: «Bah, là, par exemple, ça ne marche pas, mais dans tel jeu, ça marche. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ça, le faire de cette façon». C'est juste un travail d'accommodation, global, en fait, c'est pas si Mmh. compliqué. Mais il faut le faire, c'est à faire. Exactement. Il faut que des gens le fassent. Oui. Hem et justement dans ce travail, qu'est-ce que tu sens que, qui est un peu, le défi ou les défis? Il y en a plusieurs, je dirais. Hem, je pense qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a besoin que les grosses entreprises montrent le chemin pour que, le reste suive. Néanmoins, pour que ces entreprises, déjà les grosses entreprises, puissent arriver à faire un changement, il faut que des acteurs, des personnes directement concernées puissent prendre la parole et devenir un peu expertes, de leur, domaine. Néanmoins, ça, c'est très compliqué de la part d'une personne qui est, donc en situation de handicap parce Mmh. qu'on a tendance à les mettre en ce qu'on appelle en situation de double peine où elles ont déjà leur handicap à affronter, entre guillemets, c'est pas forcément à affronter, c'est pas le mot le plus judicieux, mais j'en ai pas d'autres à disposition dans ma tête. Donc elles ont déjà ça au quotidien à vivre et elles doivent en plus fournir des efforts pour accéder à une industrie qui est très compliquée. Donc Mmh. il y a vraiment ça comme difficulté, donc il faut arriver à souder les coudes, à rencontrer d'autres gens, à parler autour de soi et cetera. Donc c'est un premier gros travail à faire et donc c'est beaucoup de politique, faut s'en rendre compte et ensuite, il y a le côté un peu pernicieux, de cet effet de on va essayer de changer les choses et de juste faire justement de la politique et de ne pas faire chose. Mmh. Et c'est Mmh. aussi ce qu'on retrouve dans le travail de consultant, c'est qu'on nous fait intervenir, on nous fait constater, on va dire, les dégâts, mais après, c'est au bon vouloir de la personne de, faire intervenir le plombier pour, corriger le dégât des eaux ou pas. Elle peut faire venir ses cols, son truc et ce sera pas forcément fait correctement. Et nous, on aura juste dit que: «Oui, effectivement, il y a un dégât des eaux, faites-en ce que vous voulez». Voilà, on Ah! pas intervenir plus.
Donc OK. c'est vraiment cette dualité entre le travail militant et de prendre de la place justement et de, faire partager ce discours, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Pour moi, c'est quelque chose de très demandant, donc je suis très contente quand on vient me poser des questions. Merci encore. Ça fait plaisir. Et et de l'autre côté donc de faire, ce travail de un peu d'avocat du diable en disant: «Mais si, c'est important, faites-le» et de pas Mmh être mh. trop déçu quand ce n'est pas fait. Faut prendre sur soi, Mmh. beaucoup. OK. Oui, je peux comprendre que, il y a cette déception-là, puis peut-être même un peu de frustration quand Un peu. on un peu, quand on met de l'avant les choses problématiques, c'est notre travail, tu sais, de dire, ben, si telle chose va moins bien, mais que les gens décident pour différentes raisons de ne pas intervenir là-dessus. Hem, Mmh. c'est un peu comme si: «Ah oui, j'entends, mais bof, c'est pour différentes raisons, je vais pas agir, c'est pas important, c'est je l'ignore», là. Mmh mh. OK. Oui, oui, je peux comprendre la difficulté émotionnelle à ce niveau-là. Hem, Si tu es à l'aise, de ton côté, qu'est-ce que tu fais justement dans ce genre de situation pour gérer quand même un peu, tout ça? Hem, je dessine. Ah! Ben Ça oui. permet d'être encore un exutoire, quand je sais que mes meilleurs dessins sont faits sous le coup de la colère, donc c'est Mmh. bien. C'est un bon stratagème, ça marche bien. Non, plus sérieusement, j'essaye quand même de communiquer dessus, en fait, de dire que quand c'est pas OK, ça doit pas être OK et il faut le faire signaler plus spécifiquement. Après je sais que je serai pas la personne qui fera, pour le moment, changer vraiment les choses, que j'ai pas le pouvoir décisionnaire qu'il faut, c'est pas mon rôle actuel. Mais ça m'empêchera pas effectivement de passer par les actions militantes, de faire remonter les choses, d'en parler en conférence. Il faut que ça puisse se savoir et que, peut-être quelqu'un d'autre qui aura ce pouvoir décisionnaire puisse faire changer les choses si elle croise une conférence ou qu'elle entend parler de quelque chose, enfin, c'est Mmh. important, voilà. Il faut le faire. OK. Ouais, ben, tu l'as nommé un peu avec humour, mais le dessin, tu sais, en fait, la colère est une bonne émotion. C'est une émotion qui nous donne un boost d'adrénaline et d'énergie. Et maintenant, c'est de choisir qu'est-ce que je fais avec cette énergie-là. Puis ça Mmh. peut facilement devenir une énergie créative, créatrice. Donc, on peut s'en servir justement pour dessiner, créer, concevoir. Donc là, on projette la colère dans quelque chose Oui. de plus adéquat. OK. Puis bon, comme tu le mentionnes, ben, c'est ça, c'est de gérer un peu qu'est-ce qui se passe, puis de dire, ben, au moins chaque petit pas qu'on fait, il y a un petit peu de sensibilisation qui est fait, puis peut-être Mmh. une personne a retenu quelque chose, c'est une idée qui est là, puis ça va peut-être se reproduire aussi plus tard. Donc, l'important, c'est de le nommer, comme tu mentionnes, c'est de le mettre de l'avant, de le mentionner euh, quand c'est possible. Oui. OK. OK, c'est vraiment intéressant. C'est un travail que j'apprends à connaître à travers, tes expériences. C'est très, je pense que c'est très important qu'il y ait des personnes qui font ce travail-là de game user et rechercheur consultante. Et voilà, j'ai presque eu cette fois-ci, presque. Hem, Parce qu'au final, si c'est juste orienté vers l'économique ou vers le politique, ben, il manque cette sphère-là qui permet aux gens d'avoir le plaisir, de se reconnaître à travers le jeu. Puis s'il y a une chose qu'on peut retenir quand même des jeux vidéo, c'est que, c'est plaisant parce qu'on est capable d'aller chercher des choses à travers le jeu. Que ce soit le plaisir, le renforcement positif, que ce soit le sentiment d'appartenance. Il y a des éléments très positifs au-delà de l'économique et du politique. Ça, c'est important vraiment de mettre ça de l'avant puis de l'optimiser à son maximum. Hem, Totalement, oui. yeah. Et de ton côté, est-ce que tu aurais des jeux justement, que tu sens que ce serait important de mentionner? Des jeux qui intègrent peut-être bien justement ces concepts-là de neurodiversité ou des jeux que tu sens qui sont très bons pour, les joueurs? Hem, j'ai 2 jeux préférés si on veut. J'ai pas de jeux préférés, mais j'ai des expériences de jeux préférées.
J'ai beaucoup aimé et pareil ça j'en parle en conférence, je suis intarissable dessus. J'ai beaucoup aimé le jeu, Hellblade qui est, c'est Hellblade: Senua's Sacrifice Sacrifice, je sais pas. Voilà, c'est un jeu qui parle, je vais résumer très simplement, de psychose, d'un point de vue général et qui en Mmh. fait a été, créé avec des chercheurs, et des personnes qui sont, concernées directement par ces troubles en santé mentale, mentaux, je sais plus non plus, je perds mon français. Et qui, du coup retranscrit vraiment bien toute la partie, je sais pas comment on dit, d'auto-d'évaluation, enfin d'entendre des pensées négatives, des interjections et cetera, Ouais. de façon relativement soutenue, continue. C'est assez dur à entendre, donc c'est Mmh. une bonne représentation. Il y a aussi un gros en fait, le travail est pas juste fait juste sur ça et sur comment le personnage va, entre guillemets, «représenter sa folie», mais il y a Mmh. un vrai travail aussi au niveau du game design pour que progressivement, c'est pour ça que c'est important qu'on travaille ensemble, c'est pour que le joueur, en fait, au fur et à mesure de son expérience de jeu, finisse par comprendre, à la fin, que, jouer, et comprendre cette situation, en santé mentale, c'est pas juste, devoir se battre en permanence. Parfois, c'est OK d'abandonner, parfois c'est Mmh. OK de prendre soin de soi et cetera et cetera. Et ça, c'est quelque chose, qui est extrêmement important, qu'on ne voit jamais dans les jeux, parce que dès qu'on voit un ennemi, quand bien même on sait même pas encore que c'est un ennemi, il faut aller le taper. C'est le thématique qu'on a développé par rapport à ça. Ouais. Et en fait, on n'a pas forcément besoin de le faire, donc ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi les jeux d'Art Game Company, c'est le jeu alors je sais pas si son titre exact c'est Chercheur, c'est, Genova Chen qui a écrit entre autres sur le flow, qui a fait le jeu Flower, qui a fait, Journée et Oui, compagnie. oui, Et oui, en oui. fait, il a une réflexion par rapport au game design qui se teinte beaucoup de psychologie et qui travaille sur, les connexions sociales humaines entre les gens. Enfin, c'est Ah quand même ce oui. qui est écrit, dans son message de marque. Mais il y a une vraie réflexion là-dessus, en fait, sur, comment est-ce qu'on peut partager un sentiment de solitude et donc rappeler aux gens à quel point c'est important de connecter et d'échanger sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est juste waouh! Pareil, pas beaucoup de Ouais. jeux le font, quand bien ils disent social et compagnie parce que, ils ont un chat ou, une fonction où on peut rencontrer des gens en jeu. Enfin, c'est pas Mmh ça la mh. connexion, pas exactement. Donc ça, c'est cool et un autre jeu sur lequel je suis intéressée, j'ai écrit plein des trucs à la fac, dessus, c'est, Her Story. C'est un jeu de Sam Barlow, si j'écorche pas le nom. Là, c'est un peu plus compliqué. Arlo, pareil, c'est un game designer qui réfléchit à plein de niveaux différents, sur, comment construire une histoire, comment on peut la comprendre, de quelle façon, comment est-ce qu'on peut mélanger plein de trucs à l'intérieur et quand on mélange tout et ben, ça fait des choses extraordinaires. Et du coup, c'est un jeu qui est une enquête policière déconstruite où on doit Mmh. remettre, les pièces du puzzle un peu comme on peut, comme on veut, comme on comprend, donc ça joue beaucoup sur les biais. Et on peut se dire: «Ça y est, on a tout compris» ou «On n'a rien compris, on abandonne le jeu», tout pareil. Et en fait, à l'intérieur, quand on arrive vraiment à faire, nous, en tant que joueurs ou en tant que chercheurs, ce travail de déconstruction et de reconstruction, et ben, on peut en comprendre beaucoup sur, les contes, parce que ça utilise, les contes, le conte de réponse, ça parle beaucoup si on s'intéresse à la psychanalyse, c'est quoi? C'est le délire à 2, la folie à 2, quand on partage une folie en fait, Mmh mh. des hallucinations, des idées communes sur quelque chose de complètement abstrait. Il y a ça, il y a potentiellement on peut comprendre l'histoire d'un point de vue où ce sont effectivement 2 sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance et qui en fait se remettent ensemble et usurpent, l'une après l'autre l'identité de la même personne. Enfin c'est assez incroyable de voir qu'il y a plusieurs concepts qui ont pu être mélangés et ça Mmh. marche très, très bien. Et et donc voilà, des jeux comme ça Waouh! qui sont des petits aliens dans le microcosme du jeu vidéo, qui font des choses qui sont très, très belles et ça vaut le coup justement de s'intéresser sur comment ça a été fait,
enfin, par qui, avec quelle personne et de voir que, bah, il y a de la recherche, en fait. Il y a des gens comme moi Ouais, qui se posent des questions. Voilà. effectivement, c'est ça, c'est OK, c'est vraiment intéressant. Le dernier jeu, c'est quoi? J'ai pas entendu le Her premier mot. Story, Ah! mmh, Oh, OK. son Wow. histoire. Ouais, OK. Heu, Hellblade, ça me disait quelque chose. J'ai dû le voir, mais j'ai pas joué. Flowers, The Journey, Sky, Mmh mes mh. coups de cœur. Je les adore, ces jeux-là. Juste l'aspect esthétique, la Oui. musique, l'ambiance, c'est des jeux relaxants. Puis justement, comme tu as nommé, les connexions. En fait, c'est basé sur le fait qu'il faut créer des connexions avec les gens pour se développer en tant que personnage. Donc, c'est juste Mmh mh. représentatif de la vie, des relations humaines. Donc, c'est très magnifique. Puis, les symboles aussi de communication qui démontrent qu'il y a communication verbale et non verbale. Donc, ça aussi, je Mmh. trouve ça très intéressant cette série de jeux. Her Story, je ne connais pas, mais j'allais voir sur Steam, j'imagine. Oui. Génial, j'adore ça, découvrir des nouveaux jeux à analyser et à vivre comme expérience de joueuse aussi. Ben, merci pour ce partage, vraiment De rien. intéressant. En tout cas, la description des jeux m'ont attirée. Donc, tu les as très bien définis comme jeux. Hem Et de ton côté, est-ce que tu as des projets futurs justement, autant en tant que joueuse qu'en tant que game user ou consultante? De mon côté, alors, d'un point de vue professionnel, c'est un peu plus simple. J'ai des choses à écrire. J'ai plein de choses à écrire. Je dois justement soumettre prochainement mes articles, concernant mon mémoire pour publier les résultats, parce qu'il est rendu confidentiel, donc je peux pas en parler beaucoup. Mmh. Il y a de ça. J'essaye de faire justement un peu plus de parce que je vois que c'est recherché, demandé, donc quand j'ai fait des conférences, souvent on vient ensuite me demander si j'ai écrit des choses, relatives à ça un peu plus en détail. Donc je pense effectivement que je vais devoir écrire, des espèces de des livres blancs, un peu courts, un peu, descriptifs, mais pas trop, informatifs beaucoup sur, Mmh. par exemple, la neurodiversité au travail, parce que j'ai entre autres pu faire une conférence là-dessus pour, parler de tout ça, à Ubisoft. J'ai pu des choses un peu plus orientées sur, les processus de user research en général, parce que c'est effectivement très le flou. Il y a pas de Mmh. formation directe pour faire ça pour le moment, donc c'est c'est un peu compliqué pour beaucoup de comprendre ce que c'est et je pense qu'il y a effectivement Mmh. besoin de démocratiser ça correctement. Donc je vais essayer de contribuer à mon niveau là-dessus. Et trouver de toute façon, là pour l'instant je suis consultante, mais j'essaye de trouver une place de façon un peu plus pérenne, parce qu'on a tous compris que le covid c'était compliqué. Oui. Mmh. Heu, En accessibilité, et à côté de ça, en tant que joueuse, il y a quelques titres que j'ai vus passer, mais je suis à la ramasse. Mais j'ai vu qu'il y avait, Scavenger, c'est une entreprise, si je prononce bien le groupe aussi, le nom. Qui a l'air de faire des jeux, tout mignons, tout, très diversité. Donc je vais Mmh. essayer de regarder ce qu'ils vont faire. Ça avait l'air intéressant et sinon, je sais pas trop. Je sais que je m'intéresse plus d'un point de vue, créatif et dans la création du contenu en général, à la scène indépendante parce que je trouve qu'il y a plus à faire. Ces personnes-là ont pour exister justement, doivent faire leurs preuves, de façon plus, forte que les grosses Mmh. entreprises. Je trouve que, c'est plus intéressant de me concentrer sur elles pour le moment, heu, mais je sais pas. Vraiment, je suis totalement déconnectée de l'actualité là-dessus. Vraiment, désolée. OK. Mais c'est intéressant de fournir aussi sous format, papier, ben, je veux dire, pour lire là, Oui. heu, écrit et voilà, pour format écrit, j'ai trouvé, de l'information justement sur Mmh. qu'est-ce que c'est qu'être game user. Tu l'as nommé qu'il y a pas tant de formation spécifique pour Mmh mh. avoir ce titre-là, travailler dans ce domaine-là. C'est plus comme un mélange d'expérience de vie, d'expérience personnelle, de bagages, théoriques et pratiques.
Donc, d'avoir, de l'information écrite à savoir, OK, qu'est-ce que c'est la définition? Comment atteindre un peu cet objectif-là? À quoi ça sert? Et cetera. Ou Mmh sur mh. des différentes thématiques comme la neurodiversité, c'est de rendre ça, vulgarisé et accessible aux gens. Donc c'est super comme objectif, je trouve. L la vulgarisation et le partage de l'information, je suis comme: Oui, «Yes, yes, continuez, continuez!» j'essaye de Donc faire ça, oui. Mmh mh. oui, donc c'est des super belles valeurs, des super beaux projets que tu vas mettre en place dans les, prochaines semaines, mois, années, peu importe. Pour ceux qui aimeraient te suivre, est-ce que tu as je sais que tu as un LinkedIn, Mmh mh. est-ce que tu as une page Facebook ou un site, ou autre? Alors j'ai un site pro, qui est plus une façade. Après effectivement, c'est plus facile de me suivre sur LinkedIn. J'essaye d'être un peu plus active sur Twitter, mais c'est pas mon médium de préférence. J'ai encore beaucoup de mal à justement en tant que personne autiste à comprendre pourquoi tout le monde prend un mégaphone pour hurler sur cet endroit. Ça fait pas sens pour moi. Je comprends. Heu, Puis j'ai un peu du mal, enfin, c'est je sans chercher à me dévaloriser, je comprends pas pourquoi ce serait intéressant de dire que, je sais pas, j'ai fait des choses dans la journée qui sont pas extraordinaires et que tout le monde s'enthousiasme dessus. Donc j'ai un peu du mal à overshare sur les réseaux sociaux. Mais oui, on peut me suivre sur Twitter. Facebook moins, c'est plus mon réseau pro, restreint. Je suis une boomer, du réseau social, Facebook. Mais non, c'est plutôt facile de rentrer en contact avec moi, je cherche pas à me cacher. Si des Mhm. personnes ont des questions, je serai plutôt, accessible pour répondre, oui. Effectivement, effectivement, elle a très bien répondu à ma demande de collaboration et à mes questions, donc très accessible. Si jamais vous avez des questions sur, game user, que le travail de consultante, la neurodiversité et voilà. Mmh mh. Je vais mettre les informations dans le descriptif de, l'entrevue. Heu, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai oublié de parler, que tu aimerais nommer, pour, terminer cette, discussion? Non, je sais pas trop. S'il y a des curieux, ils peuvent aussi retrouver d'autres conférences que j'ai pu faire. Mmh. Il y en a plusieurs qui sont sur YouTube et autres médiums. Après, non, je sais pas, c'était bien. Merci. Super, super. Donc, je vais mettre aussi les liens vers, les vidéos que je trouve sur, YouTube. Donc, pour, tous ceux qui nous écoutent, c'était Gwendoline qui nous parlait justement de son travail de game user et je renonce, rechercheur consultant, rechercheur consultante. Et voilà. De son travail dans le milieu du jeu vidéo, comme vous avez pu voir, et vraiment le travail sur le sujet de la neurodiversité, donc l'inclusion et vraiment comment mettre en place une sensibilisation et l'introduction justement de la neurodiversité dans les jeux vidéo. Donc, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur et qui est très beau. Puis je te souhaite de bien continuer dans cette lignée-là avec tes différents projets. Pour ceux qui ont pris le temps de nous écouter, bien, merci beaucoup. C'est toujours apprécié de voir vos commentaires et de voir vos réactions par rapport aux différentes entrevues, de vous partager aussi ces connaissances-là, de partage des deux côtés, très intéressant. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi, bonne soirée pour ceux qui sont ailleurs dans le monde. Et ben, merci de vous abonner et de continuer de suivre Ludipsy pour avoir plein de nouveautés hebdomadaires. Et ben, à la prochaine. Bye bye. Bye.